Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Daniel Garnier. Je ressemble à ça sur Internet et à ça dans la vraie vie. Je suis ingénieur chez VMware dans les équipes Tanzu Spring. Donc Spring, mes côtés pas open source, contrairement à mon camarade Stéphane, où on package des applications, enfin du framework Spring pour en faire des produits commerciaux. Et en parallèle de ça, je suis aussi enseignant. J'enseigne l'informatique en école d'ingénieur aux élèves de première année en tronc commun. Alors, je sais pas pour vous, comment vous vous êtes retrouvé quand vous êtes sorti de l'université, du supérieur, et que vous avez fait vos premiers boulots, notamment en développement informatique. Moi, j'étais un peu comme ça. C'est-à-dire que je savais bidouiller un projet qui va durer un mois et qui va être rendu à un prof, et puis après on le met à la poubelle. Mais pour travailler en groupe, travailler avec des gens, travailler avec du code qui va rester longtemps, ah oui, qui ressemble à ça, oui, effectivement. Je suis pas sûr que ça soit très très grave, mais euh, je savais pas faire. J'avais besoin en fait qu'on me guide. J'avais besoin de trouver une ou un mentor pour m'accompagner. Et c'est quelque chose que j'ai pas très peu eu en fait. Il y a des gens qui ont compté pour moi dans ma carrière au début, mais assez peu. Et en fait, soit j'avais personne, soit j'avais des gens qui n'étaient pas compétents parce que pas dans mon domaine ou pas nécessairement de très bons profs pour ça. Et donc j'ai eu une grande phase un peu de pédagogie par l'échec, où j'ai appris, j'ai appris tout ce qu'il fallait pas faire, tout ce que je faisais, c'était pas terrible, ça faisait marchoter, et puis quelques années après, je me rendais compte que ça allait pas. Et après, ma carrière avançant, je me suis retrouvé dans la position du mentor, donc dans la position de la personne qui doit accompagner quelqu'un de junior ou quelqu'un en stage dans ses premiers pas, dans une équipe, dans une code base, etc. Et typiquement, ce que ça faisait, c'est on est vendredi, il est 17h30 et oh, j'ai le stagiaire qui arrive lundi. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire faire? La galère totale. Surtout que moi, j'ai pas. Quand je faisais ça, notamment, j'étais dans des entreprises de services, donc on devait sortir des trucs, on avait des délais. Je pouvais pas passer mes journées complètes à accompagner quelqu'un qui débute dans l'informatique. Donc, il fallait trouver un petit projet un peu annexe, pas vraiment quelque chose qu'on va acheter, mais quelque chose qui soit pas critique. Et puis, essayer d'y consacrer un temps raisonnable, voire le moins de temps possible. Et du coup, il y a certaines juniors, certains stagiaires avec qui ça a plus ou moins bien marché. Il y en a qui captaient bien, qui démarraient bien tout seul, et il y en a avec qui c'était très 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 laborieux. Et en fait, c'est un pattern qu'on retrouve pas mal dans beaucoup d'entreprises. On n'a pas vraiment de méthode on ne conscientise pas comment on fait pour faire monter des gens en compétences et comment on transmet le savoir. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même un sacré paquet de gens dont le boulot, toute la journée, c'est de transmettre le savoir. Il y a des institutions qui sont faites pour ça. Il y a l'école, l'université, les profs, les trucs de formation. Ce qu'on fait là, ici aussi, quand on fait le mariole devant des gens, devant un écran qui est vert, eh ben, tout ça, c'est quand même il y a un écosystème qui fait ça. Et c'est tellement répandu qu'en fait, il y a des gens dont le travail, c'est pas d'enseigner, mais c'est de réfléchir aux gens qui enseignent, de faire de la recherche sur les sciences de l'éducation, sur la didactique, se poser des questions de comment est-ce que j'enseigne et comment est-ce qu'on apprend. En pédagogie, en sciences de l'éducation, une façon disons, cadrer ou d'expliquer la relation pédagogique, c'est de dire qu'on a une enseignante qui transmet un savoir à une ou un apprenant. Bon, il peut y avoir plusieurs apprenants, plusieurs savoirs, pas d'enseignants, etc. Mais globalement, c'est un peu ces trois éléments-là. Quand vous êtes dans un milieu professionnel, souvent il y a d'autres choses qui sont en jeu aussi. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, moi avec mon stagiaire, j'ai pas envie d'y passer trop de temps. Je veux passer un temps raisonnable pour pouvoir faire mon travail à côté quand même. Ou si, quand j'étais consultant, je devais faire une présentation auprès de futurs clients pour vulgariser, je sais pas quoi. Comment on va mettre leur système de train dans un outil informatique, et il y avait une partie de crédibilité à construire auprès de clients qui ne me connaissent pas encore ou de prospects. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand même donc il ne faut pas ignorer ces autres relations, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand même le cœur de ce truc-là, donc qu'on ne voit plus, mais imaginez-le dans votre tête. Et il y a un chercheur en sciences de l'éducation dans les années 80, dont on parle beaucoup dans les instituts de formation des profs,
qui s'appelle Jean Housset et qui a théorisé, qui a dit, il a eu une idée très simple et qui a bien marché parce que c'est facile à comprendre. Il dit, il y a 3 éléments, hein, enseignante, savoir, apprenante, et du coup on peut regarder les relations 2 à 2 de ces 3 entités. Du coup, là, on a 3 sommets et puis 3 côtés. Et donc, il a théorisé, il a dit que c'est le triangle pédagogique. Donc là, vous voyez une belle illustration du triangle pédagogique. Imaginez, 3 sommets, enseignante, savoir et apprenante. Et chacune des relations représente un peu un mode d'enseignement. Et il appelle ça un processus. Donc il y a 3 processus. Quand c'est entre l'enseignant et le savoir, c'est l'enseignant qui va didactiser, qui va prendre la connaissance, le savoir théorique, savoir-faire, savoir-être, et qui va réfléchir à comment la transmettre et qui va faire un cours magistral. C'est ce que vous faites, notamment à l'école, quoi. Dans la relation entre l'apprenant et le savoir, c'est le processus qu'on appelle apprendre, et c'est par exemple quand vous êtes à l'école, quand vous faites des devoirs. Donc si vous êtes avec un junior, c'est quand vous mettez votre junior sur une problématique qu'elle doit se l'approprier, et en gros l'enseignant dans ce cadre-là est le gentil ou la gentille organisatrice de la situation pédagogique. Je crée une situation pour que l'élève puisse apprendre. Et enfin, le dernier côté du triangle, entre l'enseignant et l'élève, c'est le processus qu'on appelle former. Et là, ça va être une relation plus personnelle où on va, par exemple, en tant qu'enseignant, pouvoir questionner l'apprenante, challenger les conceptions de l'apprenant. Donc ça, c'est très bien, c'est une façon de théoriser, mais la chose importante et intéressante de son idée, c'est qu'il dit c'est un triangle, mais dans ce triangle, quand on est en train d'enseigner, il y a toujours un tiers qui est exclu. Il y a 2 sommets qui sont sujets, qui sont maîtres de la situation pédagogique, et le 3e sommet, il ou elle est à la place du mort au bridge, quoi. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Ce qui ne pose pas problème en soi, mais si on accentue trop ça, le mort se rebelle et refuse les termes. Et du coup, l'élève chahute en classe. Ou le prof refuse que les élèves travaillent tout seuls sur leur projet pour pouvoir s'approprier quelque chose et vient contrôler et déraille la situation pédagogique et ça ne fonctionne plus en fait. Du coup, l'intérêt de ce truc-là, c'est l'équilibre qu'il y a à trouver entre les 3 relations. Et ça dépend de chacun ou chacune des intervenants. Il y a des gens, il y a des apprenants qui aiment beaucoup commencer par enseigner le savoir théorique, etc. Donc moi, quand je travaille avec des élèves qui sortent de prépa, ça fait 2 ans qu'ils font 12 heures de maths par semaine, ils fonctionnent bien dans ce mode-là. Il y a des gens qui préfèrent plutôt être en contact avec le savoir et apprendre par eux-mêmes en faisant, par exemple. Mais dans tous les cas, c'est intéressant d'équilibrer en fait ces différents pôles. Et donc en tant que mentor, en tant que quelqu'un qui va accompagner, se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait avec les gens que je suis en train d'accompagner cette semaine? Est-ce que j'ai fait des diagrammes au tableau? Est-ce que j'ai fait mon processus enseigné? Est-ce que j'ai fait surtout ça? Est-ce que je les ai laissés beaucoup se débrouiller tout seuls? Et rééquilibrer, comment est-ce que je peux réintégrer un petit peu les autres aspects en fait, de ce triangle pour avoir une relation pédagogique riche et qui fonctionne. Donc ça, c'est un peu comment on fonctionne entre nous, entre les différentes parties de cette relation pédagogique. Mais un point super important, c'est qu'est-ce qu'on enseigne. Et donc là, je passe un slide, il y a une très belle photo d'une bibliothèque. En école d'ingé, tous les ans, même si on fait le même cours, on se retrouve au début de l'année autour d'une table, quand on peut, sur Zoom, quand on ne peut pas, et on discute ensemble de quels sont les savoirs, quels sont les savoirs théoriques, quelles sont les techniques que les apprenants vont devoir maîtriser à la fin du semestre. Et du coup, on essaye de définir comment on va leur apporter ça, par quel cours et par quels moyens aussi. Est-ce qu'on va faire des trucs particuliers, des exercices, etc. Et enfin, en fait, comme vous le faites professionnellement, on se donne un objectif, et on se donne les moyens de mesurer cet objectif. Comment est-ce qu'on voit que les élèves ont maîtrisé ce qu'on leur demande de maîtriser, et comment les élèves eux-mêmes peuvent évaluer qu'ils maîtrisent eux-mêmes, donc faire une évaluation, etc.
Et donc ce qu'on fait en fait en s'asseyant tous ensemble et en discutant, c'est on crée un programme. En fait, on crée un curriculum, un truc un peu plus vaste. Et en didactique, changement de slide, mais c'est moi maintenant, il y a on parle de 3 niveaux de ce curriculum. Il y a le curriculum qu'on appelle prescrit. Le curriculum prescrit, c'est votre programme de l'éducation nationale, c'est le papier comme ça, là. Il y a le curriculum réel, qui est en fait effectivement enseigné dans la salle de classe, et qui est ensuite effectivement maîtrisé par les apprenants, ce qui n'est pas forcément la même chose. Moi, dans mes groupes de 20 élèves, il y en a qui sont déjà en avance, et il y en a où il faut travailler pour les maintenir à niveau. Et enfin, il y a un 3e niveau, qui est un niveau important, qui est le curriculum caché. Et le curriculum caché, c'est ce qu'on transmet, qui n'a pas été... C'est des apprentissages qui n'ont pas été favorisés. C'est-à-dire, par exemple, moi, mes élèves, au début, je me suis rendu compte a posteriori que je leur enseignais la ponctualité. Parce qu'en fait, je fais un quiz en chaque début de séance de 5 minutes pour qu'ils arrivent à l'heure, faire le quiz, et s'ils sont en retard, ils n'ont pas la note. Donc quand vous êtes en train d'enseigner, vous, auprès de juniors, de stagiaires, etc., c'est très important de ne pas rentrer dans le « il est 17h, qu'est-ce que je vais leur faire faire ?» Se poser pour réfléchir à quelles sont les compétences que les gens doivent maîtriser, c'est très important et ça ne prend pas forcément très longtemps. On ne vous demande pas d'écrire le programme de l'éducation nationale, mais par exemple, je sais pas, on est une agence qui faisons des applis web, et si on fait du web, on se pense bien que la personne elle va devoir maîtriser du HTML, du CSS pour faire la mise en forme, du JavaScript pour en interactif, un peu de réseau HTTP pour faire des appels et rendre l'appli riche avec un fonctionnement avec un back-end. Et du coup, on peut se poser la question, comment ça s'articule, par quoi on commence, est-ce qu'on fait plusieurs choses en même temps ou est-ce qu'on fait tout en même temps? Il faut faire attention de ne pas tomber dans le cachet, en gros se dire on veut que cette personne soit indépendante d'ici 6 mois. En fait, ça ne veut pas dire grand-chose et du coup, on ne va que transmettre des choses qu'on n'a pas conscientisées. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment sous-jacent dans plein de situations d'enseignement avec des juniors, avec des stagiaires. Et ça se trouve à tous les niveaux. En didactique, c'est un exemple qui me plaît beaucoup, changement de slide. Il y a une chercheuse qui a posé un problème de maths à des élèves de CE1 et de CE2, qui dit, sur un bateau, il y a 26 moutons et 10 chèvres. Quel est l'âge du capitaine? Sur 97 élèves, il y en a 75% qui ont répondu un truc en utilisant les chiffres de l'énoncé. Donc, je ne sais pas, 36 ans, 16 ans, un truc comme ça. Je ne pense pas à moins 16, mais bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la relation, dans le contrat implicite entre l'enseignant, l'enseignante et les élèves, ça dit les chiffres, les nombres fournis dans l'énoncé sont suffisants pour résoudre le problème. De plus, ils sont nécessaires, donc il faut tous les utiliser. Même si ça n'a pas de sens, parce que c'est ça qu'on vous apprend en CE1. Donc ne faites pas ça avec vos mentorés, avec vos juniors. Explicitez aussi un peu ce qui est attendu à chaque étape. Maintenant, peut-être plus tactique, moins théorique. Qu'est-ce que je fais, moi, et qu'est-ce qu'on fait, nous, avec nos collègues, dans notre salle de classe, qui fonctionne bien pour enseigner? Alors, encore une fois, c'est un contexte particulier. C'est mes élèves de prépa, etc. Un cours généraliste où la moitié, ils n'ont pas envie d'être là, etc. Je commence toujours une séance, ça dure 3 heures à peu près. Il y a 30 minutes, 1 heure de cours théorique et 2 heures, 2 heures et demie de TP. Le but du cours théorique, ce n'est pas que la vérité sorte de ma bouche et s'imprime en lettres de feu dans l'esprit de mes étudiants pour qu'ils puissent tout maîtriser juste parce que je leur parle. Le but du cours théorique, en fait, c'est beaucoup plus tard que ça. C'est d'abord ancrer ce qu'on est en train de faire dans l'expérience des apprenantes, des apprenants. Donc, par exemple, à la fin du semestre, on leur fait les expressions régulières. Et du coup, on prend un exemple et on l'ancre dans ce qu'ils utilisent tous les jours. Quand vous créez un compte sur un site, il faut mettre une adresse mail. Si vous mettez Toto, c'est rouge et ça ne marche pas. Et si vous mettez toto@example.com, ça fonctionne. Ancrage dans la vie réelle, dans leur expérience. Comment vous feriez ça? Et là, ancrage dans les connaissances qu'ils ont déjà
acquises au cours de l'enseignement, ou au cours de leur cursus, ou dans leurs expériences d'enseignement précédentes. Ah, on a des chaînes de caractères, on pourrait itérer, et puis on trouve un arrobase, et puis on coupe, etc. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 arrobases, donc on les fait un peu travailler avec les connaissances qui sont déjà, puis après, je vais peut-être leur donner un exemple d'expression régulière pour passer les adresses mail. Après, on découpe un petit peu, on dit, voyez, c'est composé de symboles, c'est composé d'expressions, et regardez, on peut utiliser ça, on peut utiliser plus pour répéter, les parenthèses, pour faire des groupes, etc. Et là, encore une fois, c'est pas pour qu'ils impriment tout, mais c'est pour créer des espèces d'associations d'idées et de points d'ancrage. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire plusieurs fois la même chose dans une expression régulière. Et ça se travaille avec un support de cours. Quand vous étiez à l'école, on vous faisait recopier la leçon que le maître ou la maîtresse écrivait au tableau et vous aviez votre leçon sur le cahier après. Nous, on travaille avec des grandes et des grands et du coup, on leur donne des notebooks Jupyter ou des slides ou un truc. Mais le but, en fait, c'est qu'ils fassent cette association avec un support qui est à leur portée et que vous travaillez avec eux. Parce que si je donne à mes étudiants la doc des expressions régulières, on leur fait du Python, la doc Python des expressions régulières, ça ne va pas marcher. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est d'avoir fait ces associations d'idées et de leur laisser le support vers lequel ils reviennent pour voir, ah oui, mais c'est vrai, on pouvait faire ça, et puis c'était à peu près à tel endroit, et ils peuvent remobiliser derrière. Donc avec vos apprenantes, avec vos apprenants, quand vous êtes en train de faire des diagrammes au tableau, soyez sûr qu'ils l'enregistrent d'une façon, qu'ils l'écrivent, qu'ils fassent une photo. Faites des supports avec eux, des notebooks, du code, vers lequel ils peuvent revenir pour recomprendre. Parce que sinon, la seule chose à laquelle ils pourront se raccrocher, c'est la codebase existante et faire du copier-coller de la codebase existante sans avoir ces petits morceaux plus simples à partir desquels ils peuvent composer leur propre solution. Et enfin, on les fait pratiquer. Hein, le but, c'est pas juste de leur parler. Donc c'est exercice, exercice, exercice. D'abord, on montre. Donc je sais pas, on fait une liste chaînée. Et c'est moi qui l'a fait en allant doucement ou on l'a fait ensemble. Après, à eux de pratiquer. Et d'abord un peu de mécanique au début. On ne leur demande pas de faire un autre algo complètement différent. Donc au lieu de faire une liste chaînée, on va faire une pile par exemple. Donc c'est la même chose, mais ça leur permet de toucher les concepts, pas juste de les voir. Et quand enfin ils ont un peu cette mécanique, là on peut agrandir l'espace de problèmes dans lesquels ils vont travailler et donc faire des arbres, un arbre binaire pour faire de la recherche, quelque chose comme ça. Donc peut-être en conclusion de ça, le plus important en fait quand vous enseignez à quelqu'un, c'est d'être intentionnel. Et donc c'est donc vous de savoir où vous allez et pourquoi vous y allez. Sinon, l'apprenant n'arrivera pas à suivre et n'en tirera pas grand-chose. Explicitez un curriculum, comme ça vous savez ce que vous allez enseigner, dans quel ordre ça se fait. Et puis prenez en compte que c'est une relation pédagogique. Changement de slide, ici les références que je mettrai sur Twitter, où vous pouvez venir m'en parler. Donc le triangle pédagogique de Jean Housset. Cherchez pas des sources secondaires, il faut trouver le texte original parce que personne n'a rien compris au texte original. Et puis en fait la page Wikipédia sur la didactique est le premier fil sur lequel vous pouvez tirer pour aller dans plein de directions différentes qui sont intéressantes et que vous pouvez incorporer dans votre travail. Et enfin, le QR code pour me donner du feedback que vous retrouverez dans l'application. Mais voilà, je suis super curieux de savoir ce que vous avez pensé de ça, donc n'hésitez pas à venir me poser des questions ou interagir à la fin de ce talk. Merci à toutes et à tous. Je sais pas si... Normalement, vous avez le droit à du café et tout, hein, mais s'il y a des gens qui veulent retenir les copains, les copines avec des questions. Il y a des questions ? Le suspense est intense. Bonjour, merci d'avoir théorisé un peu tout ça, parce que c'est vrai que j'ai l'impression de faire un peu de feeling à chaque fois que je fais ce genre de trucs. On a parlé tu parlais tout à l'heure de mettre à niveau les explications qu'on peut transmettre à nos apprenants.
j'ai tendance à faire des métaphores et je sais jamais si c'est une bonne pratique ou pas parce que ça survole le sujet. Par exemple, comme je parle de buffer, je parle d'une file d'attente devant un ascenseur ou des choses comme ça. J'ai l'impression de survoler la vraie technicité de la chose, et du coup, ne pas parler vraiment dans le vrai fond du sujet, de la vraie technique de la chose. Et je ne sais pas si c'est une bonne technique, la métaphore, de manière générale, pour transmettre la connaissance. Ça dépend, en fait, mais ça te permet d'ancrer déjà dans une expérience. Ensuite, ça dépend à quel degré tu veux faire comprendre ce point technique, en fait. Est-ce que tu veux faire comprendre intuitivement, parce que c'est pas eux qui vont écrire un buffer, ou c'est pas elles qui vont écrire un buffer, et dans ce cas-là, la métaphore est acceptable. Bon, après, il y a des gens avec qui ça marche pas. Ou alors, est-ce que vraiment c'est important que ça soit qu'est-ce que c'est qu'un buffer, comment c'est maîtrisé, c'est quoi les watermarks, et du coup, bah, c'est à toi de calibrer un peu ce que tu veux faire. Ensuite, la métaphore, c'est un très bon outil pour pas tomber trop dans la technique, parce que si tu es en train d'enseigner plusieurs choses en même temps, il faut faire l'impasse sur des choses. Il faut te concentrer sur ce qui est en haut dans ton curriculum qui n'est pas encore maîtrisé. Et du coup, la métaphore, c'est quelque chose où ça va permettre de développer une intuition. Si tu rentres dans la technique, le risque, c'est d'avoir un impoli et d'avoir beaucoup de impoli qui, en fait, dans la tête, ça fait bip comme ça. Et du coup, la métaphore est un bon outil dans ce cadre-là. Ouais. C'est bon? Parfait. Eh ben, je vous libère toutes et tous.